la télévision nationale, voici le titre du journal. La culture de l'anacarde, l'opération entre dans une nouvelle phase à Bokeh. Après le sémi, c'est la période de transplantation avec un engouement total. Une enquête sur les survivants d'Ebola garde-t-il l'efficacité de leur système immunitaire? Les résultats viennent d'être rendus publics. Et puis ce soir, la culture guinéenne dans toute sa diversité. Le 15e Festival national des arts s'est ouvert ce lundi. Un grand carnaval pour 6 jours d'expression culturelle non-stop. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale et dans cette édition qu'on ouvre par un décret. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Ce décret donc porte en nomination de hauts cadres du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Secrétaire général, M. Nawa Dame, précédemment gouverneur de la région administrative de Kankan. Chef de cabinet, M. Noa Traoré, précédemment conseiller juridique au ministère de la Défense nationale. Conseiller principal, Dr Fodé Chapeau Touré, contrôleur général de police, précédemment conseiller spécial. Conseiller juridique, M. Alkali Mohamed Touré, juriste. Conseiller chargé des questions techniques, M. Cheikh Keita, commissaire divisionnaire de police. Conseiller chargé de mission, Madame Ba Adama Djambari, contrôleur général de police confirmé. Inspecteur général des services de sécurité, Madame Aminata Kobele Keita, contrôleur général de police, précédemment chef de cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Inspecteur général adjoint des services de sécurité, M. Mamadou Djoulde Bari, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur du bureau de stratégie et de développement, M. Mangué Kamara, contrôleur général de police, confirmé. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Valentin Abba, confirmé. Directeur de la réforme de la police et de la protection civile, Dr Mamadou Djoulde, contrôleur général de police, confirmé. Directeur adjoint de la réforme de la police et de la protection civile, M. Yeke Berete, commissaire divisionnaire, confirmé. Directeur général de la police nationale, M. Bangali Kourouma, contrôleur général de police, confirmé. Directeur général adjoint de la police nationale, colonel Sekou Mara, confirmé. Directeur général de la protection civile, Moussa Kamara, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur général adjoint de la police de la protection civile, M. Amadou Ourigeng, commissaire divisionnaire de police, précédemment en service à la direction générale de la protection civile. Directeur général de l'École nationale de police et de protection civile, M. Sako Moussa Kamara, contrôleur général de police, confirmé. Directeur général adjoint de l'École nationale de police et de protection civile, M. Hassan Keita, commissaire divisionnaire, confirmé. Directeur général de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, M. Fanta Oulem Bakari Kamara, contrôleur général de police, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, Mme Diakité Aïssatou Bari, confirmé. Directeur du Fonds social de sécurité et de protection civile, M. Amara Donzo, contrôleur général de police, confirmé. Directeur adjoint du Fonds social de sécurité et de protection civile, M. Ibrahima Souri Kondé, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur des services de santé et de la police et de la protection civile, Dr André Bangoura, commissaire divisionnaire de police, confirmé. Directeur adjoint des services de santé de la police et de la protection civile, M. Aboubakar Doumbouya, médecin. Coordinateur des brigades anticriminalité, colonel Mamadou Souma, confirmé. Coordinateur adjoint des brigades anticriminalité, M. Morlaï Berete, capitaine de police. Directeur de l'antenne nationale de l'Institut africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, M. Amadou Diallo, commissaire divisionnaire de police, précédemment chef sûreté Kindia.
Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 5 septembre 2016. Professeur Alpha Condé. Le Festival national des arts et de la culture, la 15e édition, s'est ouverte ce lundi à Conakry. Ceux qui étaient présents ont eu droit à un carnaval géant de la place des Martyrs au Palais du Peuple. L'événement a été placé sous la haute autorité du président Alpha Condé qui a lancé les activités. Je vous propose de suivre un extrait du discours du chef de l'État. En attendant donc ce discours, nous allons poursuivre cette édition. Tout à l'heure, juste après l'édition, vous pourrez suivre d'ailleurs l'intégralité de cette intervention dont vous aurez un extrait tout à l'heure dans les conditions du direct. Ce sera dans Info Plus. Ce festival va permettre de revisiter le patrimoine culturel guinéen. Plusieurs affiches thématiques seront féliciter que le ministère de la Culture et des Arts ait renoué avec notre passé. Dialectiquement, tout régime a ses aspects négatifs, mais aussi ses aspects positifs. Car c'est le peuple qui vit sous ce régime et il y a l'action de ce peuple qui ne peut jamais être négative. Donc, si nous devons lutter contre tous les aspects négatifs afin de permettre à la Guinée de prendre son envol, nous devons camper sur des aspects positifs du passé, car c'est notre passé, c'est l'œuvre de notre peuple. Les présidents passent, les régimes passent, le peuple est éternel. Un des acquis de la Première République, c'est la culture. Bien sûr, à l'époque, nous n'avons pas la télévision comme aujourd'hui, la télévision qui est sur Internet, sur le satellite. Mais les ballets africains ont rayonné dans le monde. De l'Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, les ballets africains ont porté le message de la Guinée. Que ce soit les ballets nationaux ou Bembayazas et autres, nous devons être fiers de ce passé. C'est pourquoi il est extrêmement important de renouer avec ce passé. Nous devons être campés sur le passé et assis sur le président pour regarder l'avenir. Mais cela n'est pas possible si nous n'honorons pas le passé. C'est une honte pour la Guinée de voir des gloires comme des Akimbor, Petit Souris, croupir dans la misère, ou nos anciens artistes croupir dans la misère. Ça n'honore pas le peuple de Guinée, ça n'honore pas le gouvernement. Car ils ont représenté la fierté de ce peuple. Et ils méritent qu'on les accompagne pour les derniers moments, car nous vieillissons tous. Je salue l'initiative du ministère de la Culture d'avoir créé un fonds pour la sécurité sociale des artistes et d'avoir mis 100 millions. Mais avec 100 millions, les artistes ne peuvent pas aller loin. Donc, la présidence va ajouter 300 millions à ces 100 millions. Mais ce n'est qu'un début. Nous allons faire en sorte que ceux qui ont représenté la gloire et la fierté de ce peuple dans le passé soient honorés. Pas seulement par les médailles. Les médailles, c'est bien, on les met, mais on ne mange pas les médailles. Et les gens ont besoin de manger. Donc, nous allons voir comment nous allons faire pour honorer ces artistes. Vous allez dire, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Mais lorsque je suis venu, je vous ai dit que j'ai trouvé la Guinée dans un trou. Nous n'avons pas de relation avec le Fonds monétaire. Il a fallu qu'on renoue pour avoir des PPTE. Au moment où nous allons nous lancer, le volet est venu nous fatiguer. Dieu merci, le volet est derrière nous aujourd'hui. Et avec l'aide de Dieu, pour la première fois, la Guinée va terminer un programme avec le Fonds monétaire grâce au sacrifice des populations et de toutes les couches. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'espérer finir le programme formel PPTE avec le Fonds monétaire. Ça veut dire que nous aurons un peu plus de marge de manœuvre pour faire face
aux besoins des différentes couches de la Guinée. Takana a parlé des jeunes, a parlé des femmes. Il a oublié les artistes, c'est normal, parce qu'il ne va pas faire sa propre publicité. Mais les jeunes, c'est l'avenir de ce pays. Mais vous savez, aujourd'hui, le grand problème de l'Afrique, c'est le chômage de la jeunesse. Et c'est une bombe à retardement. Mais ce n'est pas la fonction publique qui peut permettre aux jeunes de trouver l'emploi. C'est le développement du secteur privé. Tout à l'heure, juste après cette édition, vous pourrez suivre l'intégralité de cette intervention dans les conditions du direct. Ce sera dans la rubrique Info Plus. Ce festival va permettre de revisiter le patrimoine culturel guinéen. Plusieurs affiches thématiques seront au programme pendant ces 6 jours d'activité. Notre reporter Karim Kamara, lui, s'est intéressé aux premières prestations artistiques. Suivez. Parti de la place des Martyrs à travers un carnaval géant, le Festival national des arts et de la culture de Guinée reprend ses droits. Venus de toutes les régions du pays, ces artistes renouent enfin avec un concours national qui valorise leur savoir-faire culturel. Après plusieurs années de nostalgie, ils sont galvanisés désormais à porter haut le flambeau de la culture guinéenne. On a été vraiment vexés de l'arrêt total de ce festival-là. Ça n'a pas plu aux bons Guinéens parce que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Donc du fait qu'on a repris ce festival-là, c'est vraiment un sentiment de fierté parce que la culture est au service du peuple, qui éduque la population. Je remercie le professeur Alpha Condé, le ministre et plus le directeur, vraiment d'avoir l'idée, l'initiative d'organiser les festivals pareils. Vraiment, j'aimerais très bien que chaque année, on organise ça. C'est bon pour la Guinée, c'est bon pour la jeunesse guinéenne, les artistes. Pour la population, ces années de silence ont plongé la culture guinéenne dans une léthargie. C'est un ouf de soulagement pour elle de voir ce festival relancé. De temps de secteur, on a fait le festival. On a fait beaucoup de choses dans le festival. C'est relancé. À l'heure là maintenant, si vous commencez à faire comme avant là, vraiment tout le monde va être en l'air, tout le monde va être la paix. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème aussi. Les festivaliers sont au grand complet. Pendant 5 jours, 3200 artistes vont rivaliser par leur talent. 5 sites sont prévus pour ce concours national. La Payotte, le centre culturel franco-guinéen, le musée national, la Blouse jaune de Kaloum et ici même le palais du peuple. La mise en place du premier centre de recherche indépendant, un espace de dialogue sur les politiques de développement et les orientations stratégiques. La cérémonie de lancement a réuni autour du Premier ministre plusieurs membres du gouvernement et des invités. Hadi Kamara. C'est le lancement des activités de think tank qui portent les valeurs de l'initiative pour la prospective économique et le développement durable. C'est un espace de réflexion, de débat, de formation, de communication en vue de promouvoir l'environnement social, économique et politique de notre pays. Nous devons tous mener des réflexions pertinentes et des débats publics de haut niveau sur les politiques publiques dans le but d'améliorer les impacts sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté en Guinée. Voilà ce qui a été à l'origine, mesdames et messieurs, à la création de notre think tank IPED, un centre de recherche indépendant. Les recherches universitaires restent toujours dans l'espace universitaire. La finalité justement du think tank, c'est de permettre à la recherche de rentrer en action, de partager, d'impliquer d'autres acteurs qui sont aussi éloignés de la recherche scientifique que des agriculteurs, que de simples membres du secteur privé. Les acteurs impliqués dans ce processus entendent mettre les bouchées doubles pour faciliter les recherches et les mettre à la disposition des décideurs. C'est pour contribuer justement à la création d'une structure indépendante de recherche capable d'éclairer la prise de décision en matière de politique publique que la Fondation Osiwa apporte un appui financier à l'initiative pour la prospective économique et le développement durable, IPED. Les think tanks africains constituent une valeur ajoutée pour des recherches orientées vers la prise de décision.
le temps de la recherche solitaire et dont les résultats sont destinés au tiroir doit être définitivement révolu, tellement les défis à relever sont énormes et complexes et le rôle de la recherche plus que nécessaire pour contribuer à éclairer les décisions politiques. C'est une démarche qui accompagne les dynamiques de développement. C'est pourquoi ici, le Premier ministre Mamadi Youla s'est appesanti sur l'implication de tous pour la promotion de ce modèle qui favorise l'émergence économique et sociale. Le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, ambitionne de consolider une gouvernance macroéconomique de qualité, soutenue par des réformes structurelles pertinentes, favorables à une croissance inclusive, forte, diversifiée et durable pour l'émergence de la Guinée et qui contribue ainsi à une amélioration significative de l'environnement des affaires notamment. Dès lors, il importe de faire en sorte que la problématique de la recherche soit prise en compte au même titre que celle relative à la satisfaction des besoins sur le plan qualitatif. La problématique de la recherche sur des questions sociales, économiques et politiques et l'expérience de l'utilisation des résultats de la recherche sont entre autres sujets débattus par des représentants de la société civile, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de la CENI et d'autres partenaires techniques et financiers du pays. Dans l'actualité nationale encore, la relance de la culture de l'anacarde. Le programme de vulgarisation se poursuit. À Boké, l'engouement est total autour de cette affaire. Après le sémi, c'est la phase de transplantation. Le Kakandé veut faire de ce programme une réussite totale. Kerna Ousmane Diallo. Derrière ces montagnes, dans le village Garaya, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boké, une centaine de personnes s'emploient à transformer cette brousse en une grande plantation d'anacardiers. Ici, 600 hectares doivent être aménagés cette année. Pour aller vite, le léonage mécanisé est appliqué avec des bulldozers entrés en jeu. Leur rôle, dégager l'espace nécessaire et permettre à l'équipe de transplanter les plants d'anacardier issus des pépinières. Le lion nous permet d'aller vite dans le cadre de la mise en place, mais aussi les agents de Amproca, les conseils agricoles, sont là. Ils installent leur ligne de base, ils font un jalonnement, ils mettent les piquets. Donc ils font le piquetage. Ce qui permet d'avoir une ligne droite et de respecter sur la même ligne les 10 mètres entre plants, mais aussi sur la base les 10 mètres entre deux lignes. En cette période de grande pluie, c'est cette méthode de transplantation qui est conseillée. Des piquets sont dressés aux côtés des plants et couverts de plastique coloré pour préciser l'emplacement des anacardiers. Dans 3 ans, ils offriront leur première précieuse noix de cajou. À 2 km de là, ces jeunes plants d'anacardier sont issus des 500 tonnes de semences offertes aux paysans par le président de la République. Parce qu'au début, on nous avait dit qu'il fallait nettoyer avant de faire. Mais quand on a commencé, avec l'appui des paysans, nous avons pu avoir beaucoup d'expérience. Surtout le fait qu'on n'a pas besoin de nettoyer pour s'aimer les graines ou pour planter. Donc nous avons utilisé plusieurs méthodes et nous avons demandé aux paysans de s'aimer les graines dans leur champ et dans leur ancien champ. Bon, on a essayé aussi les bulldozers comme vous avez vu. Et nous avons, comme c'est le cas, nous avons acheté des plants, donc ce qui nous permet de planter jusqu'à mi-septembre. Le programme présidentiel de culture d'anacarde prévoit cette année la valorisation de cette culture sur une superficie de 200 000 hectares à travers le pays. Nous sommes à 197 108. Évidemment, nous n'avons pas terminé. Il y a des remontées d'informations qui vont continuer. À cela, nous allons ajouter les superficies qui ont été plantées à partir des plants que nous avons reçus des pépinières. Ensuite, nous allons ajouter encore, à travers des fiches qui sont déjà avec les conseils agricoles, tous les producteurs qui ont sémé à partir de leurs propres semences. Le 15 septembre prochain, les opérations de transplantation doivent cesser. À Boké, l'appel du chef de l'État à une culture de l'anacarde a suscité une grande mobilisation. Jamais dans l'histoire de la ville, l'anacarde n'avait été autant cultivée. Vendue à plus de $1000 la tonne de noix de cajou, les paysans espèrent
faire de bonnes affaires. Occupation des domaines publics maritimes, les opérations d'identification et de dégagement reprennent. Ce matin, le ministre de la Ville est redescendu sur le terrain. Une reprise d'activité qui a commencé par le port de l'Andrea, puis direction le chantier du siège de Swapiti. Martin Francina Denon. Le domaine public maritime de l'Andrea, initialement réservé à la plage, il a été transformé en port de pêche. Aujourd'hui, il ne répond plus aux normes de trafic artisanal. Seul souvenir, les barques et les filaments. Le site est occupé de façon anarchique. Et comme dans une jungle, des particuliers puissants y font pousser des immeubles. Le ministère en charge de la gestion des domaines manifeste sa surprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de place, même pour quelqu'un qui veut marcher le long de la côte maritime pour pouvoir prendre de l'air. Avant de quitter l'Andrea, le ministre a invité les ouvriers à arrêter les travaux sur le dit chantier. La prochaine étape de sa visite est Cameroun. Ici se réalise un chantier de construction du siège de Swapiti, le plus grand projet d'électrification de la Guinée. Sur le chantier, quelques problèmes sont signalés. Des actes de vandalisme sont commis par des jeunes du quartier qui veulent garder leur espace de jeu favori. Comment est-ce que notre capitale peut être construite si nous n'obligeons pas, si nous n'amenons pas ces grands projets, si nous n'amenons pas ces grandes entreprises à construire leur propre siège? Parce qu'après le projet, le siège il va rester pour la Guinée. Et voilà que des jeunes viennent s'attaquer au chantier dédié à la construction d'un projet aussi important de plus d'1 milliard de dollars qui va procurer à la Guinée l'électricité une fois pour toutes. Après la saison de grandes pluies, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire comptent reprendre l'opération de déguerpissement des DPM et d'autres réserves foncières de l'État. Et cette réunion d'information et d'échange d'idées entre les présidents des délégations spéciales des 5 communes et les chefs des quartiers de la ville de Conakry. Il est question d'expliquer aux élus à la base l'enjeu de ce programme d'urgence d'assainissement avec le génie militaire, mais aussi sensibiliser les chefs de famille à regrouper les ordures à un point donné afin de faciliter le transfert à la décharge. Santé, l'actualité, c'est la présentation des résultats d'une enquête menée par le département de tutelle. L'étude porte sur les survivants d'Ebola. Il est question de voir si leur système immunitaire résiste encore. Les travaux présentés devant les membres de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Rose Essoinam Bocho. Lancé il y a 1 an dans ce laboratoire, les premiers résultats des études de protection immunologique sur les survivants d'Ebola montrent que les personnes guéries de la maladie ont 10 fois plus d'immunité que ceux qui ont été vaccinés. Des résultats obtenus grâce à la collaboration d'une équipe conjointe de chercheurs guinéens et anglais. L'intérêt d'une telle recherche, c'est pour voir d'abord au niveau individuel durant combien de temps les survivants vont être protégés. S'il y a une autre épidémie, il faut qu'ils sachent eux-mêmes qu'ils sont protégés jusqu'à quel niveau. Deuxième élément, c'est voir au niveau de leur sang où est-ce que la protection est le mieux réussie. Et ça peut guider pour la fabrication de nouveaux vaccins, et comme nous sommes en train de le faire actuellement. Aujourd'hui, une recherche poussée en Guinée, en immunologie, ça c'est quelque chose de nouveau et qui est salutaire et que nous encourageons et que nous allons continuer à soutenir. À Koya, par exemple, 70 guéris d'Ebola et 50 contacts ont été testés par ces chercheurs. Après analyse des prélèvements, les échantillons seront acheminés dans un laboratoire en Allemagne pour des recherches plus approfondies. Nous espérons que les partenaires qui travaillent aussi étroitement avec les sociétés pharmaceutiques auront l'opportunité d'officialiser le vaccin. Mais nous espérons aussi qu'en cas où il y ait encore une flambée de l'épidémie Ebola,
il y aura quand même un vaccin qu'on pourrait utiliser. Selon les médecins, un vaccin sur les 3 types trouvés depuis le déclenchement de la maladie a été testé en Guinée. En partenariat avec l'Université de Toronto, le Centre de formation et de recherche sur le paludisme et les maladies prioritaires CFORPAG travaille aussi avec les autres pays de la sous-région, notamment le Libéria et la Sierra Leone. Il s'agit de trouver non seulement un protocole commun entre les 3 pays pour le vaccin, mais aussi identifier d'autres réponses liées aux effets de la maladie sur les personnes guéries d'Ebola. C'est toujours une structure qui fait honneur au département, c'est le centre médical communal de Ratoma. Ce CMC vient d'être sacré étoile d'or pour la qualité des soins. La remise du prix a permis de saluer le dévouement du personnel sanitaire. Marouf Bar. Le centre médical communal de la Minière est un hôpital de proximité. Depuis son inauguration en 1998, il accueille 90 malades, voire plus par jour. La qualité des prestations et la propriété de ce centre lui ont valu la confiance de plusieurs patients. Le service est de qualité ici, franchement. À chaque fois, nous on vient ici, on est satisfait. Quand tu es malade, tu viens te consulter, puis la consultation, et puis l'hôpital aussi est propre. Donc franchement, les médecins travaillent très bien ici. Avec cette performance, le centre médical communal de la Minière reçoit aujourd'hui la distinction de l'étoile d'or. Le label est obtenu après une évaluation de l'offre des services de santé de qualité dans les différentes structures sanitaires publiques. La distinction est un motif de fierté. C'est notre tâche que nous avons eu à accomplir, puisque porter ce tissu blanc, c'est un sacrifice pour rendre service à sa nation. C'est à travers ce service que nous avons obtenu cette qualité. Mandaté par l'USAID, le projet HC3 marque des points dans l'exécution de son programme d'amélioration des services sanitaires du pays. Sur les 37 centres en compétition, 15 ont rempli les conditions pour le mérite étoile d'or. Il a été constaté qu'avec ce processus-là, il y a une supervision interne dans la structure. Au regard de la rareté des ressources maintenant pour financer les supervisions, ce processus permet au personnel de santé entre eux de s'auto-former. Donc le ministère a pensé que c'est vraiment un processus qui peut être intégré, qui peut être pris comme une politique nationale d'amélioration de la qualité. Ce symbole-là représente beaucoup parce que là c'est un peu un trophée qui récompense les efforts fournis dans la qualité des services et dans la qualité des soins offerts à la population. Présent depuis un an en Guinée, le projet HC3 intervient dans la rénovation des structures sanitaires et la formation du personnel médical. Aujourd'hui, avec la distinction de l'étoile d'or, l'émulation est enclenchée pour dynamiser les prestations des établissements sanitaires publics du pays. Une belle distinction pour le CMC de la Minière dans la commune de Dixine. Élection locale. La CENI veut corriger quelques tracasseries électorales observées lors des scrutins passés. Pour les communales à venir, une relocalisation est à l'étude. L'opération consiste à rapprocher les électeurs de leur bureau de vote. Saïdou Diallo. L'organe de gestion des scrutins projette dans les jours à venir l'actualisation du découpage électoral. 38 ingénieurs informaticiens sont mobilisés à cet effet. Ils auront pour charge de former non seulement les opérateurs sur le terrain, mais également assurer la supervision de cette opération. Aujourd'hui, nous allons corriger sur place. C'est-à-dire les demandes de relocalisation des électeurs seront corrigées sur place. Dans les communes rurales et dans les communes urbaines, il y aura 1 ou 2 informaticiens au maximum. Ça dépendra des difficultés que nous avons rencontrées dans chaque localité. Sinon, les principes de base veulent que ce soit un informaticien par commune rurale. Donc les fiches qu'on a appelées les formulaires individuels de correction, donc qui ne sont que des formulaires qui permettent aux électeurs de se relocaliser, vont être déployés sur le terrain, acheminés et donnés aux autorités locales, bien sûr avec les démembrements. Ils vont essayer de relocaliser les électeurs sur la base de ces fiches.
Et pour y arriver, plus de 400 autres agents vont être recrutés et déployés pour la relocalisation. Question pour la CENI de faciliter le rapprochement des électeurs de leur bureau de vote. Ça va nous permettre de consolider les données, mais je vous assure que cette fois-ci, on va avoir un découpage électoral vraiment bien agencé, bien actualisé, et ça va résoudre les problèmes qui est loin. Mais c'est le lieu pour moi de rappeler aux citoyens que ce n'est pas une révision des listes électorales. Il faut que les gens comprennent. Vous ne pouvez pas aller demander à ce qu'on vous prenne de Yomu pour vous envoyer à Massanta, ou qu'on vous prenne de Kankan pour venir à Labé, ou de Labé pour Conakry. Non, nous ne sommes pas dans des opérations de révision des listes. Nous sommes dans des opérations d'actualisation de la cartographie des bureaux de vote. Pour ces élections dans les districts et quartiers, tous les bureaux de 700 électeurs vont être éclatés pour permettre aux électeurs de voter librement. Le Parlement des enfants monte au créneau pour dénoncer les mutilations génitales féminines. D'autres formes de la traite des enfants sont également rappelées et condamnées. Les enfants s'adressent aux politiques et demandent des prises de décision pour leur protection. Yassila. Nous sommes des membres du Parlement des enfants de Guinée et des enfants venus des différents quartiers de Conakry. Les enfants de Guinée plaident pour le respect de leurs droits à l'intégrité physique. Devant les représentants des partis politiques, la société civile et les forces de sécurité, les enfants ont également exprimé leur inquiétude face à l'utilisation des enfants à des fins politiques. Oui, les enfants ont raison dans leur mémorandum dans le cadre des violations qu'ils subissent, que ce soit l'excision, que ce soit les viols différents, que ce soit la manipulation des partis politiques qui passent par l'utilisation des enfants comme moyen, n'est-ce pas, de pression sur une gouvernance. Tout ça constitue des violations de tout genre condamnables. C'est pourquoi, effectivement, en tout cas pour le compte de l'UNR et de la COPAM et les autres partis politiques qui sont dans la salle, non des moindres, chacun a pris acte du mémorandum et l'a validé et a pris l'engagement. Cette deuxième réunion de plaidoyer est organisée par Search for Common Ground avec la collaboration de l'UNICEF afin de rendre visible l'action de sensibilisation de la partie prenante dans la protection des droits de l'enfant. L'avenir, ce sont ces enfants. Donc c'est le bon moment de prendre toutes les dispositions pour que nous, partis politiques, qu'on s'engage officiellement devant les médias, devant les dieux, devant les personnes, qu'on dise que stop à la maltraitance des enfants. Depuis 2014, Search for Common Ground contribue à l'élimination de toute forme de violence contre les enfants à travers un projet dénommé « Impliquer les enfants et les jeunes en tant que partenaires ». Cela avec le financement de l'Union européenne. Enfin, Hadj 2016, le dernier groupe de pèlerins a quitté Conakry hier dimanche. 270 personnes pour ce tout dernier vol à destination de la Mecque, ce qui porte à 5886 le nombre de fidèles qui vont cette année s'acquitter de leurs devoirs religieux. Fatimatou Diallo, Sadoubari. Ce sont les derniers pèlerins guinéens à quitter Conakry cette année pour les lieux saints de la Mecque. L'attente a été longue pour eux, mais ce dimanche, les inquiétudes se sont dissipées. Nous sommes rassurés, nous sommes à l'aéroport, on est rassurés. Comme le Hajj, c'est un djihad, il fallait qu'on souffre, ce n'est rien. C'est une pénitence qu'il faut accepter, 270 pèlerins sont à bord de ce 19e vol Conakry-Djeddah. Ils complètent à 5886 le nombre de Guinéens candidats au Hajj de cette année. Aujourd'hui, c'est le grand départ. C'est le départ de tous les pèlerins. Personne n'est resté ici parmi nos pèlerins, sauf celui qui est venu en retard au dernier moment. Là, c'est une situation qu'on n'a pas pu gérer. Le nombre de pèlerins à ce jour est à 5886. Ces 5886, ça c'est les pèlerins du secrétariat général des affaires religieuses et des agences privées. Le retour des premiers pèlerins est prévu pour le 27 septembre prochain. Tout à l'heure, deux rendez-vous donc à signaler avant de vous quitter. Tout à l'heure, l'intégralité du discours du président Alpha Condé lors de l'ouverture du 15e Festival des Arts et de la Culture. Un discours que vous allez suivre
dans quelques instants dans la rubrique Info Plus, mais également l'entretien de Koloma qui devra suivre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain pour un autre rendez-vous et d'autres nouvelles. Bonsoir.